Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 14h18 UTC et aujourd'hui on va continuer notre série de vidéos concernant les nuages. C'est parti! Alors on n'en a pas fini avec les nuages, bien sûr on va en parler encore énormément dans plein de sujets de météo, comme par exemple dans tout ce qui est analyse des fronts. Cependant aujourd'hui c'est un peu spécifique, puisque cette vidéo, c'est pas de la météorologie, c'est de la réglementation. En effet, les nuages, ça peut représenter des risques et des dangers pour l'aviation. Il est donc normal qu'il y ait toute une réglementation qui les entoure. Et on commence tout de suite par le vol à vue. Alors, c'est pas compliqué, en VFR, les nuages, c'est strictement interdit. Pour une raison évidente, c'est que quand tu rentres dans une masse nuageuse, tu perds toute visibilité extérieure, et donc c'est en totale inadéquation avec un principe de vol qui est basé par l'observation de ce qui se passe en dehors du cockpit. Donc un pilote qui évolue en régime de vol VFR, eh bien s'il rentre dans des nuages, il y a plusieurs dangers qui se présentent à lui. Le premier, ça peut être une collision avec un autre aéronef. La deuxième, c'est qu'il peut très facilement changer de route, changer de cap, prendre un virage ou une assiette à piquer sans même s'en rendre compte, ce qui peut être très dangereux si par exemple tu es dans une zone entourée de montagnes. La troisième chose, c'est pour l'aéronef en lui-même. En effet, un aéronef équipé pour le vol VFR n'est pas forcément équipé pour affronter certains phénomènes qu'on va avoir dans les nuages, comme du givrage cellule par exemple. C'est donc pour toutes ces raisons qu'en VFR, les nuages sont interdits. Pour évoluer à l'intérieur des nuages, il te faut un aéronef qualifié aux instruments et un pilote lui-même qualifié au vol aux instruments. Sans ces deux conditions, pas de nuages. Il y a d'ailleurs une règle, enfin c'est plus une statistique qu'une règle, qui est la règle des 174 secondes. C'est-à-dire qu'un aéronef qui pénétrerait dans une masse nuageuse sans être équipé au vol aux instruments et sans à ses commandes un pilote qualifié au vol aux instruments, eh bien il ne lui reste plus que 174 secondes à vivre. Donc pour faire face à tout ça, c'est pas compliqué. En VFR, pas de nuages. Mais surtout, on a mis en place ce qu'on appelle la réglementation VMC. La réglementation VMC, ce sont en fait des conditions météorologiques qu'il faut respecter pour évoluer en régime de vol à vue. Regardons ensemble de quoi il s'agit. On va commencer avec les conditions VMC dans les espaces aériens non contrôlés, soit les classes Fox et les classes Golf. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un espace aérien, je t'invite à regarder les deux vidéos que je t'affiche en haut à droite de ton écran. Donc si tu évolues entre le niveau de vol 195 et le niveau de vol 100, eh bien il faudra que tu respectes un espacement avec les nuages de 300 mètres verticalement et 1500 mètres horizontalement. Il faudra également que tu aies une visibilité supérieure à 8 km. Pour rappel, les aéronefs en régime de vol VFR ne peuvent excéder le niveau de vol 195. Si maintenant tu évolues en dessous du flight level 100 et au-dessus de 3000 pieds QNH ou 1000 pieds sol, il faut ici considérer la plus haute valeur des deux. Eh bien, on va te demander également un espacement de 300 mètres verticalement et 1500 mètres horizontalement, mais cette fois, la visibilité minimale qui te sera demandée est de 5 km. Pour rappel, dans cette zone, la vitesse maximale est de 250 nœuds. En dessous de 3000 pieds QNH ou 1000 pieds sol, eh bien, la seule condition, en régime de vol VFR, est de te tenir en dehors des nuages, avec une visibilité minimale de 1,5 km si tu évolues à des vitesses inférieures à 140 nœuds, ou une visibilité minimale de 5 km si tu évolues à des vitesses supérieures à 140 nœuds. Nous pouvons passer maintenant aux espaces aériens contrôlés, soit des classes alpha aux classes éco. Pour rappel, la classe alpha est interdite au VFR. Ici, tu retrouves que les deux premières règles. Donc si tu es entre le FL 195 et le FL 100, eh bien tu as l'espacement de 300 mètres verticalement et 1500 mètres horizontalement, ainsi que la visibilité supérieure à 8 km. Si tu es en dessous du flight level 100, eh bien tu dois respecter toujours l'espacement de 300 mètres et de 1500 mètres, mais cette fois avec la visibilité de 5 km, et toujours une vitesse limitée à 250 nœuds. C'est le moment pour nous de pouvoir aborder un régime de vol spécifique qu'on appelle le VFR spécial. Imagine que tu arrives dans la CTR de ton aérodrome, ton aéroport de destination. On le sait, la CTR, c'est l'espace aérien contrôlé qui gère les approches et les départs d'une plateforme. Eh bien, imagine que dans cette CTR, les conditions VMC ne peuvent pas être respectées. Eh bien, tu peux, sous certaines conditions, t'affranchir des règles VMC et passer en ce qu'on appelle le VFR spécial. Le VFR spécial reste une clearance, donc on va voir qu'elle peut être demandée par le pilote ou imposée par le contrôle. Cependant, si c'est le pilote qui en fait la demande, comme toute clearance, c'est la tour qui doit l'autoriser ou non. Sans cette autorisation, sans cette clearance, un aéronef ne peut donc naviguer
atterrir ou décoller de la plateforme en dessous des conditions VMC. Mais avant de voir quelles sont les conditions pour passer en VFR spécial, voici essentiellement ce que ça t'impose au niveau du pilotage. Quand tu évolues en VFR spécial, il y a 4 choses à retenir. La première, c'est que le VFR spécial n'est possible que dans des espaces de type CTR. La deuxième, c'est qu'en condition de VFR spécial, la vitesse maximale est de 140 nœuds. Le troisième élément, c'est qu'en régime de vol VFR spécial, le pilote doit toujours rester en vue du sol. Enfin, le quatrième point, c'est que quand tu es en VFR spécial, il y a des points de passage obligatoires pour rentrer et sortir de la CTR. Ces points, ils sont affichés sur les cartes VAC. Sur les cartes VAC, tu pourras également trouver des indications spécifiques à la plateforme en cas de VFR spécial. En général, ce sont les minima pour bénéficier du VFR spécial, ainsi que le rappel des points d'entrée et sortie obligatoires. Alors, dans quelles conditions le VFR spécial peut être accordé ? Alors d'un côté, nous avons la situation de l'aéronef et de l'autre, celle du circuit de piste. Elles peuvent être identiques ou différentes. Alors ça peut être sur demande du pilote. En effet, s'il est en dehors des nuages, qu'il voit le sol et qu'il possède une visibilité horizontale de 1500 mètres et qu'il évolue à moins de 140 nœuds, il peut alors demander au contrôle de passer en VFR spécial. La deuxième possibilité pour passer en VFR spécial, c'est par choix du contrôle aérien. De jour uniquement, si les conditions VMC ne sont pas respectées dans la CTR, mais que la visibilité est tout de même supérieure à 1500 mètres et que le plafond nuageux est supérieur à 600 pieds, alors le contrôle peut passer la CTR en VFR spécial avec une limitation à 140 nœuds. Enfin, dans le cas où l'aéronef a des conditions VMC, mais que le circuit de piste lui est inférieur au minima du VFR spécial, alors le VFR spécial sera interdit. C'est-à-dire que l'aéronef ne pourra intégrer le circuit de piste et atterrir sur cette plateforme. Il ne pourra pas non plus en décoller. Cependant, il peut transiter par la CTR avec l'autorisation du contrôle, si toutefois il maintient des conditions VMC. Voilà, on en a fini avec le VFR, passons maintenant au vol aux instruments. Alors oui, en régime de vol aux instruments, tu peux passer dans les nuages. C'est pas pour autant qu'on prend un aéroport de départ et un aéroport de destination, qu'on trace un trait et qu'on va tout droit dans les nuages. En effet, déjà, ça dépend de quel point de vue tu te positionnes. Si tu prends tout ce qui est avion de ligne, donc par exemple un 320 ou un 737, ce sont des avions qui sont ultra bien équipés, qui ont plusieurs systèmes de protection, parfois en double ou en triple pour des raisons de sécurité, qui sont des avions très costauds d'un point de vue structurel, et donc ils peuvent affronter à peu près tout ce qu'on va rencontrer dans les nuages. Cependant, pour plusieurs raisons, un pilote aguerri peut faire le choix d'éviter certains types de nuages. Pour par exemple éviter des turbulences qui en soi ne sont absolument pas dangereuses pour l'avion mais qui peuvent être extrêmement inconfortables pour les passagers ou même dangereuses, si quelqu'un n'a pas attaché sa ceinture, il peut se blesser. Autre élément, dans les nuages tu vas rencontrer des phénomènes comme des micro-cristaux de glace qui peuvent s'accumuler et peuvent venir boucher une sonde pitot. Ici aussi c'est pas fondamentalement dangereux pour l'aéronef, c'est juste qu'on sort du domaine de vol standard et que les pilotes vont devoir du coup mettre en place des procédures adaptées. Alors ils ont tout à fait la capacité et ils savent le gérer, c'est pas un problème, mais quand on peut l'éviter, c'est mieux. Mieux vaut prévenir que guérir. Et si on va encore plus loin, tu peux aussi rencontrer d'énormes blocs de glace qui eux ont la possibilité d'endommager la structure ou la carlingue de l'aéronef. Ça ne veut pas dire que l'avion là encore va s'écrouler, mais c'est simplement que peut-être il faudra se dérouter vers un aéroport. Et quand, encore une fois, on peut l'éviter, c'est bien mieux. Enfin, il y a un autre point de vue, c'est que tu n'es pas obligé d'être en vol aux instruments à bord d'un 737 ou d'un Cessna Citation. Tu peux aussi voler aux instruments, par exemple dans un DR400 qui serait équipé pour le vol aux instruments. Mais évidemment, un DR400, c'est pas un A320, donc structurellement, il ne sera pas équipé et il ne sera pas fait pour affronter, par exemple, des vents trop violents ou des phénomènes de cisaillement très violents. Et donc structurellement, il est moins bien équipé ou il aura des limites bien en deçà d'un avion de ligne. C'est donc pour ça que même en vol aux instruments, un pilote doit avoir conscience des limites structurelles de son aéronef et des capacités de son aéronef et a tout intérêt à éviter certains types de nuages. Donc même en régime de vol aux instruments, un pilote tâchera d'éviter certains types de nuages, soit pour éviter des situations inconfortables, soit tout simplement pour se prémunir de situations de pilotage inusuelles. Regardons donc quels sont les types de nuages qui peuvent être dangereux et qu'on doit essayer, quand on le peut, d'éviter, même en régime de vol aux instruments.
Les premiers, ce sont les nimbostratus. En effet, ils sont source de visibilité réduite, mais ça, en IFR, c'est pas très grave. Mais c'est surtout que tu peux y rencontrer du givrage, de la pluie, de la neige, mais surtout, ils peuvent masquer des nuages comme des cumulonimbus. Ensuite, nous avons évidemment tout ce qui est cumulonimbus et cumulus congestus. Alors ça, ce sont des nuages que quand on peut, il faut absolument éviter, puisqu'ils sont source en fait de beaucoup de phénomènes qui peuvent dégrader les conditions de vol, à savoir tout ce qui est grêle, orage, givrage, de la pluie, des turbulences et des cisaillements de vent. Ensuite, nous avons des nuages qui peuvent présenter des difficultés, mais qui ne sont pas réellement dangereux. C'est tout ce qui est altostratus, altocumulus, stratocumulus et cumulus. Ils sont surtout annonciateurs de dégradation des conditions de vol et de précipitation. Enfin, on a les nuages sans danger. Ce sont essentiellement les nuages de la couche la plus haute, à savoir tout ce qui est cirrus, cirrocumulus et cirrostratus. Cependant, ils sont tout de même annonciateurs d'un début de changement des conditions et de la situation météorologique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce qui est important à retenir de cette vidéo, c'est qu'en vol à vue, il est interdit d'aller dans les nuages. Il faut évidemment connaître tout ce qui est les conditions VMC, ainsi que le VFR spécial. D'ici ma prochaine vidéo, je te dis à très bientôt et porte-toi bien.